de passage. Merci beaucoup pour votre introduction. Mesdames et messieurs, j'ai un travail gigantesque. Tout d'abord, c'est à moi de faire en sorte que vous ne vous endormiez pas. Et de notre côté, de résumer des aspects extrêmement intéressants sous forme d'une présentation de 30 minutes. À voir si j'y arrive. Je suis sûre que je vais vous donner des informations dont vous avez déjà connaissance. Mais pour reprendre ce qui a été dit par Armin Peter, il a dit qu'il nous faut encore plus de savoir. Il a raison, mais ce qu'il nous faut surtout, c'est une application, une mise en place du savoir dont nous disposons déjà. Pour parler au nom de la Commission des eaux en Allemagne, nous avons constaté qu'il y a un grand nombre de déficits. Si déjà on était capable d'appliquer ce qu'on sait déjà, on aura déjà fait beaucoup de pas supplémentaires. Voilà, vous voyez ici un bulletin de l'Association allemande de gestion de l'eau, des eaux usées et des déchets. C'était un plein succès. Ça fait un tabac, a été traduit dans différentes langues. Mais il a 18 ans. Donc, bien évidemment, les recherches ont été... on a continué à faire des recherches et donc on a constaté que la loi telle qu'elle existe présente des déficits et des lacunes et qu'il y avait également des corrections didactiques à apporter. Nous avons constaté, lorsque nous sommes penchés sur le travail sur le nouveau bulletin, qu'on avait des problèmes pour représenter une passe à poisson et le raccordement sous eau. Et nous avons également constaté qu'un grand nombre de bureaux aiment bien ou présenter des solutions préformatées. C'est dangereux. Il faut avoir recours à des algorithmes. Il faut tenir compte de quelques prescriptions afin de pouvoir démonter le spectre de A à Z. Ce qui a également été dit auparavant, c'est que nous ne parlons pas uniquement des ouvrages transversaux. Ce n'est pas les seuls obstacles au niveau de l'espace fluvial, mais il y a d'autres seuils, d'autres barrières, d'autres obstacles dont il faut tenir compte. Dans ce cas, il ne suffit pas de les lister, mais de présenter des solutions pour les franchir ou les éliminer. Un autre aspect qui me tient particulièrement au cœur, dans l'ancien bulletin, il y avait pour une séparation simple des différents ouvrages, il y avait une séparation entre ce qui est technique d'un côté et naturel de l'autre. Donc la classification était différente. Dans quelques Bundesländer en Allemagne, ceci est lié au fait qu'on optait pour ce qui est naturel, le plus proche de la nature que possible, parce que c'était plus vert, plus écologie, on voyait moins de béton. Et le reste, ce qui était technique, c'était jugé mauvais. Ce qu'on avait oublié, c'est que il s'agit surtout de garantir la franchissabilité, donc la possibilité de passer l'obstacle. Je crois que beaucoup de personnes ont attendu une première esquisse de ce bulletin. Nous sommes rendus compte de cela. Il y avait beaucoup d'attentes. Nous avons donc décidé sciemment de sélectionner cette procédure d'une première impression dite jaune, comme nous l'appelons en Allemagne. Et puis, il y avait 66 commentaires se basant sur 1400 aspects. C'était pas vraiment des restrictions ou d'autres sortes de commentaires, mais il s'agit plutôt de la philosophie sur laquelle reposait cette œuvre. Donc, il y avait beaucoup d'incitations, de nouvelles idées, également des commentaires par rapport à des erreurs au niveau de la pression. Donc, nous avons tout fait pour tenir compte des différents commentaires. Donc, ceci a coûté 2 ans de travail supplémentaire. Et en fin de compte, au mois de mai de cette année, nous avons pu publier la version définitive.
Et je pars du principe que beaucoup parmi vous connaissent déjà cette œuvre. Il est relativement complexe, mais la problématique dont nous parlons aujourd'hui est complexe. Et c'est pourquoi il faut en tenir compte lorsqu'on en parle. En fait, j'ai déjà souligner cette différenciation entre ce qui est technique d'un côté et proche de la nature de l'autre. Et nous avons besoin tout d'abord d'une fonctionnalité, d'une faisabilité. Et c'est pourquoi je parle tout d'abord de la possibilité pour le poisson de retrouver cette passe. Donc, le sujet du courant d'attrait joue un rôle important. Nous avons encore des lacunes au niveau du savoir en la matière, mais nous avons donc l'aspiration d'apporter des standards, mais il s'agit de savoir si c'est praticable. Est-ce que c'est vraiment la bonne direction ou est-ce qu'il vaut mieux comprendre le système, les principes qui servent de base pour ensuite présenter des solutions sur mesure et bien adaptées à la situation. Lorsque le poisson a trouvé l'accès, il faut qu'il passe. Et nous l'avons entendu dire, pour de différentes rampes, le poisson arrive à accéder, mais n'y passe pas ou très difficilement parce que personne s'occupe de cela. C'est-à-dire que l'ouvrage doit, de par sa fonctionnalité, répondre à de différents critères, présenter les conditions hydrauliques de base. Et puis, on a dit que on parle d'un temps standardisé de 300 jours. Et donc, on a tenu compte des différentes temps de marée haute et marée basse, ou disons des crues et de niveau d'eau inférieur. Donc, la situation est différente dans l'espace alpine. Nous avons entendu parler d'un collègue que les basses températures jouent également un rôle. C'est vrai que les poissons migrent, même en hiver, mais en zone alpine, il faut poser la question si on a vraiment besoin d'appliquer ces règles. Pour ce faire, il faut se reposer sur des études bien prouvées. Néanmoins, le point important est que rien n'est figé dans le marbre, mais c'est que des conditions cadres auxquelles il faudrait aspirer. Certes, on ne peut pas tout appliquer à 100%. Un autre point important, donc le point de la possibilité pour le poisson de trouver l'accès et l'entrée. Je vous montre un exemple de quelque chose qui ne devrait pas se faire. Vous avez une centrale hydraulique et puis un sas. Et puis, c'est super joli et probablement aussi également génial pour le poisson parce qu'il y a des dénivelés différents, mais la distance par rapport à la source principale est trop éloignée et les poissons auront du mal à trouver l'accès. À mon avis, vous connaissez presque tous la philosophie. L'idée, c'est de rapprocher le plus du point le plus important. Lorsque les poissons se lient au courant important qui leur permet de se rapprocher du l'accès. Vous voyez ici l'écoulement sous eau d'une centrale hydraulique et grâce à un courant d'attrait, on attire les poissons. Mais ce qu'on constate également au niveau de beaucoup d'ouvrages, c'est qu'il y a un façonnage qui n'est pas longitudinal et c'est pourquoi il y a des poissons qui se rassemblent à un certain point de l'installation. Si nous parlons du courant d'attrait, nous parlons en même temps de cette possibilité de retrouver l'accès. Donc, tout dépend aussi de l'impulsation du courant qui dépend de différentes composantes qui sont la vélocité, le volume de l'eau et la densité. La densité est relativement faible, disons, c'est un aspect qui pourrait être négligé. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le poisson soit capable de contrôler le courant? Le volume de l'eau, en fait,
c'est un aspect important dont les exploitants des centrales tiennent facilement compte, mais il ne s'agit pas d'introduire le plus grand volume d'eau, mais il faut également tenir compte du courant d'attrait et de voir si on arrive à utiliser moins de volume d'eau pour atteindre le même objectif. Beaucoup de personnes connaissent l'approche de François Lavier qui parlait d'un écoulement entre 1 à 5%. Plus qu'il y a d'écoulement, un site, moins de courant est nécessaire. En fait, c'est ce qu'il avait choisi comme thèse à l'époque, mais c'est des chiffres qui ne servent d'orientation. Si nous continuons et nous parlons de la possibilité de passer un obstacle, Monsieur Schwebers nous l'a montré. Donc, le poisson doit être capable de franchir une passe. Donc, un volume important d'eau ne sert à rien si le reste n'est pas fait en fonction de la franchissabilité. C'est vrai qu'il paraît que dans ce petit bassin, il paraît qu'il y a théoriquement suffisamment d'eau, mais les ouvertures sont très faibles et vu ceci, un poisson aurait des problèmes à franchir cette passe. En fait, c'est vrai, c'est un extrême de l'échelle que je vous montre, de ce qui est possible que je vous montre. On peut certes avoir recours à des dimensions plus petites et bien évidemment nous avons besoin de l'eau en dessous et au-dessus du poisson pour qu'il puisse nager. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas en avoir trop, sinon il aura également des problèmes. Si vous vous promenez au bord d'un cours d'eau, vous voyez, et grâce à votre expérience, vous n'aurez pas de problème à citer des exemples pour ce que je viens de dire. Donc, je répète encore une fois qu'il s'agit juste de bien appliquer ce qu'on sait déjà. Dans le nouveau bulletin qui était publié, nous avons tenu compte de nouveaux chiffres qui servent de seuil. Nous savons tous que ces seuils existent pour les poissons. C'est valable pour la géométrie. Donc, où est-ce qu'un poisson accède, où est-ce qu'il passe encore? Donc, il y a donc un lien qui peut être établi entre sa taille et l'ouverture, des dimensions de l'ouverture nécessaire. Lorsqu'on nous prenons l'exemple des fentes, donc il faut avoir une ouverture qui est le triple de la taille du poisson. Mais il y a également des seuils qui reposent sur la capacité de nage d'un poisson et la capacité de migration d'un poisson. Vous savez qu'il y a des différences entre les capacités de nage de différents poissons. Je vous montre la même chose pour les différentes espèces. Et leur montaison. Si vous avez des bassins, il y a des pics avec une augmentation de la vitesse, mais sinon c'est relativement faible. Ce que vous voyez en vert, s'il y a des obstacles, et il y a des pics moins importants, mais des vitesses plus élevées entre les pics, c'est-à-dire que le poisson doit nager plus vite. Et si nous avons affaire à un canal en enrochement, vous avez cette courbe en rouge. C'est-à-dire que nous ne pouvons demander au poisson de ce qu'il est capable de faire. Donc il faut tenir compte des capacités possibles et potentielles d'un poisson et l'appliquer au niveau de la construction de l'ouvrage. Nous avons inséré ce tableau au niveau du bulletin et nous avons fait une classification des différents ouvrages. Il y a des types un peu particuliers qui ont plus ou moins de succès. Tout dépend aussi des personnes qui protègent ces ouvrages.
Je vais me concentrer sur une partie restreinte et même ceci sera assez compliqué. Donc la fonctionnalité d'une passe à poisson et obstacle et au niveau de bassin et qu'il y a des différents niveaux par lesquels il faut bassin. Donc par lesquels il faut passer. Donc on a des bassins successifs, mais tout dépend aussi de la vélocité du poisson. Donc les rapports entre les cours d'eau, la vélocité du cours d'eau et la hauteur, le dénivelé à passer est respecté. Et là où la philosophie a un peu changé concerne l'aspect suivant. Auparavant, on était d'accord pour mettre des bassins qui servaient comme zone d'abri ou de repos, mais nous avons constaté que c'est dangereux parce qu'il y a d'autres animaux qui s'y mettent pour attendre les poissons. Mais du point de vue de l'hydraulique, ils ne font pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de turbulences dans ce bassin. Et si vous augmentez la taille du bassin pour l'augmenter, ceci mène au fait que les matériaux qui sont transportés sont sédimentés et il y a donc de la boue qui est créée dans les bassins. Et voilà, donc votre enrochement ne sert à plus rien. Et vous aurez des problèmes à sortir la boue de ces bassins. Il y a des nouvelles difficultés auxquelles vous vous heurtez. Donc, la philosophie a changé, comme je viens de le dire. Plus le dénivelé est important, plus nous devons augmenter la vélocité au niveau des parties étroites. Prenons l'exemple du bassin à fente. Donc, il faut minimiser le dénivelé pour reposer plus sur la durée de la vitesse. Et puis, on aura une différence de dénivelé de 10 mètres. Et à partir de ce moment-là, une passe à bassin ne peut plus être la solution. Je vous montre les différents principes de fonctionnalité. Donc, on a une chute, soit un trou au niveau du lit, soit une fente verticale, ou un peu un mélange entre la chute et la fente. Si on a recours à du béton ou on utilise des pierres naturel, les principes hydrauliques restent toujours les mêmes. Donc, ce n'est pas le point primordial. Une chose qu'on oublie souvent, également dans les discussions, c'est au niveau des fentes et des trous. La vitesse maximale ne se trouve pas au niveau de la fente, mais en dessous. Prenons un delta H, de delta H à 2 fois delta H. Tout dépend aussi de la zone dans laquelle je prends les mesures de la vitesse. C'est également une question importante lorsque je fais un contrôle de la fonctionnalité. Et si je ne souhaite pas me reposer sur le seul fait de savoir si les poissons acceptent cette passe, mais est-ce que les dimensions sont également respectées? Est-ce que les vitesses correspondent à ce qui est estimé? Voilà. Et le point déterminant, c'est là qu'il y a un changement, c'est que nous avons introduit des facteurs de sécurité. Vous connaissez peut-être les Eurocodes. Et donc, pour la dimension des différents ouvrages, on en a déjà tenu compte. Et donc, on détermine des seuils. Et en même temps, on prend des facteurs de calcul pour être sûr au niveau des passes de poissons de garantir la franchissabilité. Et il y a des différents aspects qui jouent un rôle. Souvent,
on oublie le sujet de la sécurité de l'installation. Combien de fois est-ce qu'on entretient un tel dispositif? Est-ce qu'il y a du nettoyage qui est réalisé? Si on a du mal à y accepter, on n'a pas de possibilité à le nettoyer, il se peut qu'il y ait une branche qui tombe là-dedans, qu'il y ait des feuilles qui tombent dans les bassins, et à partir d'un certain moment, le trou est bouché. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la bonne construction. Il faudrait miser sur d'autres types qui réalisent une sorte d'auto-nettoyage. Vous voyez ici 3 types différents de construction. Et puis, il y a aussi des différences au niveau de la géométrie que vous voyez sur les 3 photos. Ici, vous avez une passe à fonte et pour un chenal un canal en enrochement où vous utilisez des pierres naturelles. En fait, c'est pas identique à ce qui est représenté par la nature. Ça change les profils de courant et entraîne des turbulences dont il faut tenir compte. Il faut en tenir compte lorsqu'on fait le calcul pour déterminer les seuils. Par exemple, au niveau des composantes hydrauliques et les chiffres au niveau des écoulements. Quelle est donc la répercussion de tout cela? Je vous donne un exemple. Vous trouvez ici un dénivelé de 15 cm entre les différentes seuils. C'est une passe rustique. Ça paraît formidable dans la nature, mais si je fais cette construction et je prends des pierres naturelles, une pierre ne correspond pas à l'autre. Et puis, il faut bien les mettre. Si je prends les mesures, en fin de compte, je constate qu'il y a des taux différents entre les différentes seuils. Et puis, je me rapproche des seuils, des plafonds qui ont été déterminés. Mais il faut essayer de ne pas dépasser ces seuils. Mais ce que nous avons dit dans notre philosophie, c'est que nous pouvons les atteindre. Parce que de toute façon, même ces valeurs critiques peuvent être passées par les poissons. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des situations d'exploitation différentes. Il y a des moments dans lesquels les écoulements sont plus importants que dans d'autres périodes. Donc, il faut en tenir compte au niveau de la construction et après une période crue, il ne faut pas être obligé de construire une nouvelle passe. Donc, pour les passes à bassin, nous sommes relativement flexibles et variables au niveau du chemin qui est pris, en respectant l'espace qui est à notre disposition. Là aussi, il faut tenir compte des règles hydrauliques et respecter les différentes parois intermédiaires qui sont appliquées. Donc, nous donnons des exemples qui devraient être respectés. Si nous prenons les principes de base et nous voyons ceci en coupe longitudinale, nous devons surtout tenir compte des différents niveaux d'eau. Là où ça devient critique et où on constate beaucoup d'erreurs, lorsqu'on essaye de réaliser la connectivité par rapport au lit, dans quelques pays, on pense qu'on met une échelle à poissons relativement classique. Donc, les ingénieurs les appliquent. Pour nous, les hommes, ce n'est pas un problème d'utiliser cette échelle, mais le poisson rencontre des difficultés parce qu'il s'oriente au niveau de l'eau. Donc, il faut bien avoir de l'eau. La fonctionnalité est certes donnée, mais si en bas, je sais que c'est pas très bien fait cette photo, mais j'ai une chute de 2 mètres, donc chaque poisson aura des possibilités à y passer.
Un autre point important, c'est qu'il faut respecter un certain niveau de profondeur d'eau qui est nécessaire au niveau hydraulique. Parfois, la profondeur est plus importante que celle qui est déterminée ou est plus profonde que la profondeur du cours d'eau. Parfois, les plus larges, le lit est plus large avant d'accéder à cette passe. Difficile à imaginer pour quelques-uns et quelques-unes, mais c'est bien nécessaire. Je vous montre cet exemple, la photo à droite. Vous avez la possibilité de le fixer au niveau des pierres. Voilà. Il y a de différents types, pas la peine de vous parler des différents, mais les types les plus connus sont les passes à bassin conventionnelles avec une fonte haut et un trou en bas. Les conditions hydrauliques sont connues. Ce qui est important, s'il n'y a pas de chute libre, donc le poisson ne doit pas être obligé de sauter. C'est une technique qui a porté ses preuves, mais qui atteint des limites lorsque les fonds ne sont pas suffisamment grandes ou les trous sont trop petits. Souvent, il y a un problème au niveau du courant d'attrait lorsqu'on ne le soutient pas dans les profondeurs, mais c'est très robuste. Ce qui est très répandu et très positif au niveau des résultats, c'est la passe à fonte qui existe dans de différents façonnages, différents types. Mais en fait, c'est la dimension de la fonte qui est décisive pour la faisabilité. Quel doit être le courant au niveau du bassin? Il y a des discussions qui portent là-dessus. Il y a une certaine turbulence qui amoindrit l'énergie. Voilà, on n'est pas très sûr là-dessus. Nous, après avoir mené de longues discussions au sein de notre commission, nous sommes reposés sur la littérature internationale et nous penchons plutôt sur la possibilité que je vous montre à gauche. Mais il y a d'autres régions où il y a plus de courant qui est appliqué. Vous pouvez lire tout cela. Encore deux, trois types un peu plus particulières. La passe à fonte dans un bassin rond a été repris par Monsieur Jens, qui l'a même essayé avec des boîtes dans son jardin. Ça peut être séduisant, mais lorsqu'on se penche là-dessus, on constate que les dimensions telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui démontrent que ce ne peut pas fonctionner. Nous avons fait une simulation numérique et le courant centrifugal le démontre. Les vitesses sont extrêmement importantes. Donc les demandes qui se posent aux poissons sont extrêmement importantes. Et c'est pourquoi nous avons constaté qu'il faut doubler la dimension des ouvrages. Donc du coup, il n'y a plus d'avantage au niveau du prix. Voilà. Vous pouvez lire tout cela si cela vous intéresse. Donc, j'ai encore des informations par rapport au canal en enrochement, les passes rustiques et les passes à brosse. Mais je préfère me focaliser sur ce qui est nécessaire pour la planification. Il faut avoir une approche interdisciplinaire. Le mieux, c'est de ne pas avoir un ingénieur et un biologiste, mais de le faire ensemble. C'est dans ce cas-là que vous avez plus de chances à aboutir et de se concerter, parler ou d'être sur une même longueur d'onde. C'est vrai que nous avons fait une grosse partie pour les biologistes et pour les techniciens, mais je vous recommande de lire toutes les parties. Les différentes données dont il faut tenir compte, c'est tout ce qui est offert et proposé par les poissons, la topographie, la géométrie, quelle est l'eau, quelles sont les restrictions au niveau des cours d'eau. Il faut tenir compte des cours, des courants, des sédiments, etc. Je vous ai déjà dit qu'il y a des constructions standardisées, mais il n'y a pas une seule passe à poisson qui fonctionne.
Dans la majorité des cas, on apporte des corrections après avoir appliqué les différentes passes. Parfois, on n'a pas suffisamment de terrain, pas suffisamment d'espace, mais il faut toujours tenir compte de la globalité des aspects. L'avantage des passes à bassin est qu'on a plus d'expérience, il y a une certaine sécurité au niveau du fonctionnement. Mais peut-être c'est plus difficile à accepter par les ingénieurs. Parfois, il faut laisser de côté un peu des paramètres techniques et tenir compte de la globalité de la chose pour l'exploitation de telles passes et l'entretien. Il faut tenir compte des marges de sécurité. La nature nous pose des défis. Et il faut être courageux en tant qu'ingénieur. C'est valable surtout pour ceux qui réalisent les constructions, d'apporter des corrections. Parfois, on n'a pas pris les bonnes mesures ou on n'a pas appliqué une bonne interprétation de l'endroit où on va mettre les passes. Donc, c'est un appel pour les communes. Donc, il ne faut pas critiquer les collègues, mais plutôt essayer de s'entraider et d'améliorer la situation. Parce que si on dépense de l'argent, faut bien l'investir et bien faire, parce qu'une mauvaise passe à poisson est pire que de ne pas avoir de passe du tout. L'objectif, et nous défendons cet intérêt, c'est une garantie de la qualité, non seulement en phase de planification, mais également et surtout pendant la phase d'exploitation et l'entretien. Et pour parler de la phase de l'exploitation, c'est peut-être un peu provocateur ce que vous voyez ici. C'est des photos que j'ai prises en Turquie. Certes, c'est une des passes qui fonctionne relativement bien dans la région, mais je ne pense pas que vous ayez envie de vous balader dans cette passe. Parce que non seulement chez nous, il faut faire en sorte que vous ayez la possibilité d'accéder, qu'il y ait des passerelles sûres en inox. Bien évidemment, il faut tenir compte des différentes saisons. En hiver, il y a de la glace, donc il faut en tenir compte. Et ceci ne va pas de soi, ce que nous constatons. Et en fin de compte, c'est la possibilité d'accès qui rend l'entretien possible. Donc je peux reprendre des feuilles, etc. Mais si je ne peux pas d'accès, je ne peux pas nettoyer les passes. Il faut donc déjà en tenir compte en phase de planification et anticiper ces problèmes. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci beaucoup.